Je me souviens bien, c'était à peu près 7h30 le matin. Guy Fazy, ancien enquêteur au SRPJ de Marseille. J'étais de permanence avec la brigade criminelle. Et on a été appelé pour un homicide ou une tentative d'homicide. On ne savait pas encore très bien ce qu'il en était. Et c'était pour un homme qui avait été abattu en sortant de chez lui. On est dans le 9e arrondissement, une résidence d'un bon standing dans les quartiers tranquilles, résidentiels de Marseille. La voiture était garée là. C'est en partant à son travail que Sylvain Alloire, il se rend compte qu'il a un pneu qui est crevé. Et ce moment où il était penché sur sa roue en train de changer son pneu, qu'un homme arrive dans son dos et lui tire 2 balles dans la tête. C'est forcément une enquête dont on se souvient, surtout que la personnalité de la victime qui était complètement atypique, quoi. C'est pas le genre de personne qu'on a l'habitude de relever sur le pavé de Marseille. J'étais dans la rue du village. André Lenel, oncle de Sylvain Loire. Et ma sœur m'a appelé pour m'informer que notre neveu avait été assassiné de 2 balles dans la tête devant son domicile à Marseille. Donc voilà, nous avons été très interloqués parce que mon neveu n'est pas un truand ni un mafieux. Et qui avait fait ça et pourquoi, pour quelle raison? J'étais à mon travail, à la sécurité sociale à Gardanne, où je travaillais. Christine Lenel, tante de Sylvain Loire. Et c'est mon mari qui m'a téléphoné pour me dire que Sylvain n'était plus là. Que notre neveu n'était plus là. Il avait été assassiné. Un gros chagrin. Et je suis vite montée chez moi. Ça a été un coup dur. On ne s'attendait pas du tout à ce qui est arrivé. On se renseigne immédiatement sur l'identité de la victime. Guy Fazy, ancien enquêteur au SRPJ de Marseille. On apprend qu'il était en instance de divorce. C'était un marin. Il était jeune, il avait 31 ans. On ne lui connaissait pas d'un ami, voilà. Mon neveu est rentré dans la marine à l'âge de 16 ans, à l'école de la marine. Il a été à l'école de Mestrance, donc il était sorti major de sa promotion. Il était premier maître à bord du Clémenceau, il était responsable de la sécurité à bord du Clémenceau. Donc c'est un poste assez important. Hein. Lorsque le Clémenceau a été désarmé, il a été muté au fort de la Collégiale sur Siffon. C'est là qu'il se rendait à 7h, le 23 mars à 7h du matin. C'est vrai que pendant des fois de longs moments, on ne le voyait pas, hein, parce qu'il était embarqué sur des missions qui étaient longues. Ami proche de Sylvain Loire. Il nous écrivait à mon époux et à moi-même. Quand on a appris son décès, ça a été, comment dire, c'est super dur parce que c'était incompréhensible. Voilà, c'était comme un coup près, quelque chose qui tombe et on se dit mais comment c'est possible? Pourquoi assassiner Sylvain, quoi? C'est la question. Il y a eu un traquenard. Le pneu arrière
On s'aperçoit qu'il a été crevé volontairement sur le flanc. L'auteur a manifestement profité du fait que Sylvain s'affairait à changer la roue pour le surprendre sans qu'il puisse se défendre. On découvre deux étuis de calibre 22 long rifle. Tout était par terre, au sol, devant l'entrée de la résidence. Il fait jour, il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent, et ça s'est fait au vu et au su de tout le monde. Il y a un témoin qui a vu le tireur. Il décrit un homme d'une corpulence assez forte, assez grand, avec une casquette, qui fait feu et qui serait reparti avec un autre homme au volant. Dans une Renault 21 grise, dont un témoin a relevé aussi le numéro d'immatriculation. Ça paraît être une piste très prometteuse, mais donc hélas, on s'est aperçu très rapidement que l'immatriculation était fausse, elle ne correspondait pas du tout au véhicule décrit. Et donc, c'était une preuve de plus des précautions qui ont été prises par les auteurs pour ne pas être démasqués. On se rend compte aussi que le portail a été bloqué à l'aide d'un morceau de carton et ça laisse un accès libre à l'auteur lorsqu'il s'enfuit. Donc, tous ces éléments évoquent une exécution programmée, quelque chose qu'on peut voir dans le milieu ou dans le grand banditisme pour un règlement de compte. Et c'est vrai que le milieu existe à Marseille, mais enfin, je vois pas ce qu'a à faire le milieu avec un garçon comme celui qui a été tué. Jean-Claude Valera, ancien avocat de la famille de Sylvain Alloar. Mais ce qui est bizarre, c'est que 22 long rifle, c'est pas une arme du milieu. Le milieu utilise les 9 mm ou le 358 Magnum. Très honnêtement, on ne le connaissait pas d'un ami, nous. Hein. Franck Chauvet, ami proche de Sylvain Alloar. C'est quelqu'un qui franchissait assez rarement les limites et c'est quelqu'un qui avait quand même un certain code de l'honneur. On va dire c'était un peu notre caution sur ce plan-là. On n'a pas compris, très honnêtement, on n'a pas compris. Donc au départ, on a assez peu d'éléments sur la victime. Guy Fazy, ancien enquêteur au SRPJ de Marseille. Donc on va être amené à éplucher toute sa vie, quoi, essayer de démêler toutes les facettes de sa personnalité, de ses activités, pour savoir exactement ce qui s'est passé, quels éléments ont pu amener à cette issue fatale. Sylvain, dans le cadre de son travail, avait eu une altercation avec un autre marin qu'il considérait comme responsable de dégradation. La personne avec qui il a eu ce problème devenait suspect, entre guillemets. On a fait toutes les vérifications en ce qui le concernait. Et on s'est rendu compte qu'il était notamment en mer au moment des faits, lorsque Sylvain a été tué. Les policiers ont étudié la personnalité de Sylvain Alloar. Et apparemment, c'est un homme au-dessus de tout soupçon. Mais à l'époque, le port de Toulon, où il travaille, est secoué par une série de scandales. Malversation, emploi fictif, vente d'armes illégales. Les policiers décident de remonter cette piste, mais cela ne donne rien. Il n'existe aucune preuve que Sylvain Alloar soit impliqué dans ces affaires. L'enquête se tourne alors vers sa vie privée. La plongée dans la vie privée de Sylvain nous amène assez rapidement
avoir des éléments sur son mariage. En fait, il était en instance de divorce et la séparation se passait relativement mal. Mon neveu a rencontré sa future épouse lors d'un réveillon, je crois en 1994. André Lenel, oncle de Sylvain Loire. Ils se sont mariés rapidement en 1995. Ils ont vécu ensemble un petit moment chez mon neveu à Marseille. Après, ils ont eu une petite fille au mois d'avril 1996. Ils ont emménagé dans l'arrière-pays, dans une villa, une belle villa. C'est une villa qui avait été construite par son épouse. Avec son ex-femme, ils semblaient tous les deux très amoureux. Ami proche de Sylvain Loire. Même si ils n'étaient pas du même milieu social, tous les deux, en fait. Ils semblaient amoureux. Et Sylvain était super heureux. Vraiment. Ça a très bien marché au début. Tout se passait très bien. Christine Lenel, tante de Sylvain Loire. Jusqu'au moment où, après le mariage, il y a eu la petite qui est venue, leur fille. Et là, catastrophe, petit à petit, on ne lui laissait pas voir tellement la petite, ni la prendre, ni rien. Enfin, il était un peu frustré, quoi, de ne pas pouvoir s'occuper de sa fille. La belle famille de mon neveu est une famille très influente sur leur commune. Ils possèdent plusieurs commerces. Ce sont des notables. Oui, la belle famille, c'est une famille de notables très connue dans la région où ils habitent. Jean-Claude Valera, ancien avocat de la famille de Sylvain Loire. Des gens qui sont plus qu'aisés, qui sont riches, disons-le, très autoritaires. Je pense que celle qui est à la tête du clan, c'est la maman de l'ex-compagne. Et ce sont des gens relativement durs, dirais-je. Lui, c'était un petit marin, donc c'était des gens influents. Donc il n'avait pas trop sa place dans la famille. Et financièrement, il ne pesait rien, quoi. Parce que le salaire d'un marin par rapport à des gens qui ont des commerces et qui ont pas mal de revenus, ça n'avait rien à voir. Et le milieu n'était pas le même. Eux, c'était des gens de la haute, comme on dit, et nous, on était des gens normaux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il y avait quand même un relais qui ne marchait pas avec eux. Et donc, il y avait l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère, enfin, tout le monde était là. Et chaque fois, quand notre neveu venait la voir, la petite, et la prendre, on lui faisait toujours des misères. Hein. Elle était malade, elle était ci, elle était là. C'était un clan matriarcal et toutes les femmes étaient, comment dire, elles se soutenaient toutes. Ce qu'il nous avait dit, c'était qu'il avait l'impression d'être entré dans un clan. Ami proche de Sylvain Loire. En fait, et de pas en faire partie. Et Sylvain, il était quand même très indépendant. Et je pense qu'il s'est senti privé de ses propres libertés. Il fallait que la maison, elle soit dans le terrain familial, de la belle famille. Il fallait que on fasse comme on lui dit de faire. Voilà. Et ça, c'était pour lui insupportable. Il avait l'impression d'être manipulé, en fait. Il en a eu assez et il a pris ses clics, ses claques et il est parti. Il est parti de la maison là-bas. Il a réintégré son studio à Marseille. Et donc, il a un peu vécu là-dedans en attendant. Il nous avait dit que sa belle famille disait que c'était un homme qui buvait, qui était un homme à femme, qui s'occupait pas de sa famille, que c'était tout faux. Sylvain, il faut le dire, il plaisait beaucoup aux filles. C'était un copain. Lorsqu'on était au restaurant, les filles se retournaient sur lui. C'était un beau gars. Franck Chauvet, ami proche de Sylvain Loire. Qui avait tout pour lui, etc. Alors, il aimait les filles, hein, c'est sûr, mais il aimait être amoureux aussi. Voilà.
Il aimait aussi l'idée d'être amoureux des filles. Il était comme ça, c'était un cœur d'artichaut. Il tombait amoureux tout le temps. On a eu des échos d'une liaison ou d'une aventure Guy Fazy, ancien enquêteur au SRPJ de Marseille. qu'avait eu Sylvain avec une femme à Toulon, surnommée Rosita. Il avait connu cette Rosita dans un bar de Toulon, le bar Le Navigateur, ça s'appelait. Il n'avait pas fait de déclaration d'amour, il n'avait pas l'intention de vivre avec elle. Je ne dirais pas qu'il a laissé tomber, mais il a fait comprendre que c'était fini. Et Rosita prend très mal cette séparation. Je pense qu'elle avait un penchant vers Sylvain. Et elle a mal vécu la séparation. Elle a si mal vécu que ça l'a rendue colérique au point de lui écrire une lettre où elle menaçait, autant que je me souvienne, de faire attenter à sa vie, hein, sinon elle aurait fait elle ou elle aurait fait faire par quelqu'un d'autre. Mais c'était très très menaçant, quoi. On peut parler de menace de mort. Cette lettre nous a été remise par l'épouse de Sylvain, parce que c'est elle qui l'avait reçue à l'ancien domicile de Sylvain. Et donc elle le remet aux enquêteurs. Elle a sorti cette lettre qu'elle avait reçue depuis des mois et qu'elle a sorti à peine juste le jour de l'assassinat de mon neveu. On a pensé que c'était un peu... c'était bizarre que cette lettre ait été cachée tant de temps, quoi. De ne pas l'avoir dit avant. Mais ça nous a un peu choqués quand même. Et on s'aperçoit rapidement que Sylvain et Rosita s'étaient réconciliés par la suite, s'étaient revus et ils étaient de nouveau en bons termes. Il avait demandé le divorce et il était allé en conciliation, comme on faisait à l'époque. Il vivait très mal le fait de voir peu sa fille, d'après ce qu'il disait. Il aurait aimé avoir la garde de sa fille, mais avec les gens qu'il avait en face, il savait très bien que ça ne pourrait jamais se faire. Jamais. Il voulait absolument se battre. Se battre vraiment. Il parlait du conflit systématiquement avec son épouse. Et ça, c'était vraiment... ça lui bouffait la vie, cette histoire-là. C'était vraiment un problème. Sylvain va se rendre compte qu'il est suivi par une voiture. Jean-Claude Valera, ancien avocat de la famille de Sylvain à Loire. Il fait identifier la voiture et on se rend compte qu'elle appartient à une agence de détective privée. C'était un détective privé envoyé par son épouse. Donc lui confie qu'il a été missionné effectivement pour surveiller. Il devait essayer de rechercher s'il y avait un problème d'adultère, quelque chose qui puisse servir à l'épouse dans le cadre de la séparation. Cette piste nécessite d'être creusée. D'autant plus qu'on apprend aussi que Sylvain a fait un testament dans lequel il déclare que de ses biens, rien ne doit tourner, rien ne doit être attribué à son épouse. Saine de corps et d'esprit, s'il m'arrivait de décéder, je ne veux en aucun cas que la mère de ma fille puisse en disposer, ni que ce soit elle qui désigne un tuteur. C'est vrai, faire un testament à 31 ans, c'est pas commun. C'est pas commun. Donc, ça ça laisse penser aussi qu'il était très menacé. Il rédige ce testament 8 mois avant sa mort. Là, il était forcément sous pression, de toute façon, hein, puisque on n'écrit pas un testament où on dit, attention, quoi qu'il m'arrive, si je venais à mourir, quand on dit si je venais à mourir, il n'est pas cancéreux, il n'a aucune maladie grave, il n'a rien pour mourir, hein, la vie lui appartient. Et il parle de sa mort. S'il parle de sa mort, c'est qu'il pressent quelque chose.
la piste du divorce conflictuel devient la piste principale. On se penche sur donc son épouse, sa belle famille et tous les gens qui gravitent autour. La garde à vue est faite le 24 novembre 1998. André Lenel, oncle de Sylvain Loard. Donc 8 mois après l'assassinat. Donc sont mis en garde à vue la belle famille, l'épouse, le frère de l'épouse, sa mère et un ami de l'épouse. Je me dis que c'est une bonne chose pour connaître la vérité sur l'assassinat de mon neveu, que des gardes à vue soient faites. Donc c'est qu'il y a des soupçons sur des gens, sur certaines personnes. Je suis chez moi, quelqu'un m'appelle de la PJ en me disant « Ils sont en train de craquer, ne vous inquiétez pas, ils sont en train de craquer. » Christine Lenel, tante de Sylvain Loard. On était contents parce qu'on dit « Ils vont craquer, ça va se faire, quoi, ça va se décanter, tout ça. » Et à ce moment-là, un petit moment après, un de la police m'appelle et il me dit « Madame Lenel, alors ?» Je dis « Alors quoi, ça y est, c'est fini, tout ça, comment ?» Il me dit « Ben vous savez, on a été obligé de les relâcher. » Je suis tombée raide. Je suis pas tombée mais je suis tombée des nues quand même, hein, voilà. Et je leur ai dit « Mais c'est quoi ce truc, pourquoi ?» Ah ben écoutez, on a eu un coup de fil et c'est comme ça que ça s'est fait, voilà. La garde à vue s'est terminée 11 heures avant les 48 heures normales d'une garde à vue. On était surpris, parce qu'une demi-heure avant, ils vont craquer, et 35 minutes après, ils sont relâchés sur décision de la juge d'instruction. On ne comprend pas, parce que c'est vrai que c'était la seule piste plausible dans cette affaire. À 11 heures de la fin de la garde à vue, dire qu'il faut relâcher tout le monde, moi ça je ne l'ai jamais vu. Jean-Claude Valera, ancien avocat de la famille de Sylvain Loard. Plus de 40 ans de métier, je suis désolé, j'ai jamais vu ça. Il s'est passé quelque chose. C'est le magistrat chargé du dossier qui décide à l'époque de mettre fin à la garde à vue et de relâcher les personnes concernées, estimant qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour un déferment et une mise en examen. Au moment de cette garde à vue, nous sommes 8 mois après le meurtre de Sylvain Loard. Faute de nouveaux éléments, l'enquête s'enlise. En 2006, un non-lieu est prononcé. Mais l'oncle de Sylvain Loard ne lâche rien. Il multiplie les démarches et en 2012, il décide d'écrire à la ministre de la Justice de l'époque, Christiane Taubira. La prescription devait avoir lieu en 2016, malgré tous les courriers que j'avais faits à tous les ministres de la Justice. C'est Madame Taubira qui, elle, prend en compte mon courrier. Le 19 août 2013, Monsieur, il ne m'appartient pas d'intervenir dans les problèmes judiciaires en cours. Je puis néanmoins vous préciser que le procureur de la République de Marseille fait procéder depuis le début de l'année 2013 à de nouvelles investigations. Il n'intervient pas directement, mais me dit qu'une enquête est en train de redémarrer, donc une belle lueur d'espoir. Mais je me dis qu'il faut continuer le combat, que le combat n'est pas fini. Alors la réouverture de l'affaire Loard a été faite dans le cadre de la première cellule cold case qui était créée en France. Emmanuel Merlin, ancien vice-procureur de Marseille et chargé de la cellule cold case. Donc nous étions remontés jusqu'à 1998 et nous avions isolé 200 affaires au total qui étaient restées non résolues sur le ressort du tribunal de grande instance de Marseille. Sur les 200 dossiers, une quinzaine seulement ont fait l'objet ensuite d'une réouverture, dont l'affaire Loard.
Le parquet décide donc, 19 ans après la mort de Sylvain Loire, d'ouvrir une nouvelle instruction. Nous sommes en 2017. Cette fois-ci, ce sont les gendarmes qui sont chargés de l'enquête. Et ils vont mettre en lumière des détails du dossier jusqu'alors négligés. C'est une brigade qui est spécialisée dans les affaires criminelles. On leur demande d'enquêter de nouveau, pas forcément de reprendre toute l'affaire, mais de rechercher certaines choses qui avaient été négligées dans le cadre de la première enquête. Le dossier à Loire est passé par Anacrim. C'est un fichier très précieux pour identifier toutes les zones d'ombre de dossiers et d'arriver à mettre en lumière peut-être les choses à côté desquelles on était passé au départ. Et de pouvoir ensuite lancer un travail d'investigation, là qui sera un travail humain, sur la base de ce qui est ressorti de ce travail d'analyse technique. Ce logiciel va nous permettre de travailler sur de la téléphonie, va nous permettre de rapprocher des mots, va nous permettre de... Général David Galtier, ancien commandant de la gendarmerie région PACA. De mettre en évidence des contradictions dans les témoignages recueillis à l'occasion des auditions. De toutes les façons, cette enquête, je pense qu'elle n'a pas été jusqu'au bout. Christine Lenel, tante de Sylvain Loire. Il y a tellement eu de choses qui clochaient. Il y a trop d'anomalies. Écoutez, il y avait tout dans le dossier déjà. Il suffit de le lire. Après les gardes à vue, il n'a pas été possible de trouver d'éléments incontestables, des éléments de preuve pour aboutir à la résolution de l'affaire. Est-ce qu'on peut trouver des éléments supplémentaires qui permettraient de résoudre cette affaire ? 23 ans après, c'est un véritable challenge, c'est un défi majeur, parce que retrouver déjà la procédure dans toute sa complexité, avec l'ensemble des cotes, c'est déjà un vrai travail. Heureusement, les archives le permettent. Il va falloir la relire, la mettre à plat, la désosser entièrement. Lorsqu'on se retrouve face à des milliers de pièces de procédure, il faut se montrer méthodique. Cela veut dire avoir un regard neuf sur l'ensemble de la procédure qui va nous permettre de dégager un certain nombre de nouvelles pistes, de nouvelles hypothèses qui n'auraient pas pu être prises en compte initialement. Dans les derniers temps, Sylvain se sentait menacé, il me l'a dit, assez sous pression. Franck Chauvet, ami proche de Sylvain Loire. Moi, il m'a parlé un jour, il m'a dit, voilà, Franck, s'il m'arrive quelque chose, j'ai un dossier, il est à l'Arsenal, tu sais qu'il est là-bas, tu sais que j'ai constitué ça. Et il a été très insistant. Moi, je me reproche beaucoup de ne pas l'avoir écouté. Ce dossier, on ne l'a pas retrouvé, mais nous avons appris qu'il y avait eu une intrusion à son domicile. Une quinzaine de jours, 18 jours avant l'assassinat, alors qu'il était en mer. La voisine du dessous de l'appartement de Sylvain voit de son balcon, voit de la lumière dans l'appartement. Jean-Claude Valera, ancien avocat de la famille de Sylvain Loire. Ça l'intrigue parce qu'il n'est pas censé être là. Donc, elle monte jusqu'à l'étage de Sylvain et là, elle se rend compte que la porte est entrebâillée, la lumière éteinte. Manifestement, il y a quelqu'un dans l'appartement. Et puis, il y a une voix d'homme qui lui dit « Ne vous inquiétez pas, je suis avec une amie ». Elle a eu peur, elle est redescendue et à travers l'œil de son appartement, de la porte, elle a vu que c'était un homme et une femme qui descendaient. Ils sont vite repartis de suite. Et c'était 10 heures du soir, je pense, oui. Même 22 heures. Donc elle n'a pas pu reconnaître. Lorsque Sylvain rentre, on a dit « mais il y avait quelqu'un chez toi ». Il dit « c'est pas normal, il n'y a personne qui devait venir chez moi, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas ».
Ils sont allés chez lui, ils n'ont rien dérangé, ils n'ont rien volé. Cette intrusion est un élément extrêmement important dans l'affaire, dans la mesure où Sylvain se répandait autour de lui depuis quelque temps d'avoir constitué un dossier. Moi, ce que je retiens, c'est que, à supposer qu'il n'ait jamais existé, ces documents. Si on est allé fouiller chez lui sans rien voler, c'est qu'on les recherchait. Et si on recherchait des documents qui même n'existeraient pas, c'est qu'on était inquiet. Bizarrement, Sylvain ne dépose pas de plainte pour ces faits. Pour nous, ça semble être important. La proximité avec l'assassinat fait qu'on pense que c'est pas possible, ça ne peut pas être une coïncidence, ça doit être lié. Et notamment, on fait expertiser la serrure. On la confie à un spécialiste qui est formel. Il nous dit non, cette serrure n'a jamais été forcée. Si quelqu'un est rentré, c'est avec les clés qui permettent de rentrer. La marque en question est assez rigoureuse à ce sujet et on peut refaire les clés qu'en produisant des justificatifs d'identité. Et c'est en consultant les registres de la société, on se rend compte que c'est l'épouse de Sylvain qui a fait refaire une clé supplémentaire. Et lorsque cette clé a été refaite, ils étaient déjà séparés, bien évidemment. Et en mauvais termes. On m'a interrogé l'ex-compagne. Alors avec acharnement, elle va dire, et pendant des heures et des heures, qu'elle n'a jamais fait refaire de clé. Et lorsqu'elle est confondue, elle va finir par dire « Oui, c'est vrai, c'est moi qui ai fait refaire une clé. » Et je l'ai fait sur instruction de Sylvain. C'est Sylvain qui me l'a demandé. Lorsqu'il y a un meurtre avec une piste et un environnement familial, je dirais, il faut avoir une vision la plus large possible. Général David Galtier, ancien commandant de la gendarmerie région PACA. Toutes les personnes peuvent être suspectes dans l'environnement familial parce que tous peuvent avoir un intérêt apparent mais aussi caché. Et c'est ça la difficulté pour l'enquêteur, c'est d'aller au-delà de cette première vision ou de ce premier panorama, d'aller chercher derrière. Et cela réclame beaucoup d'engagement, beaucoup de temps et un grand nombre d'auditions autour et dans l'environnement de la personne. Outre l'affaire des clés, il y a quand même des incohérences pendant les interrogatoires de garde à vue. L'épouse de Sylvain, on s'était rendu compte qu'elle avait un ami proche, qui était un peu plus qu'un ami. Il nous intéresse parce qu'il a un profil un peu particulier. Sans être marginal, il est connu chez nous, rien de bien grave, mais enfin, il était connu. Et il peut correspondre, entre guillemets, à la personne qui a été vue sur les lieux. On organise donc ce qu'on appelle un tapissage où l'ami est présenté aux témoins, mélangé à d'autres personnes qui se ressemblent, quoi. Et il est désigné comme étant ressemblant à l'homme qui avait été vu sur place, au tireur. Mais cette reconnaissance n'est pas formelle, c'est juste une ressemblance, on ne peut pas le retenir comme élément de preuve. Une perquisition a été faite chez lui et donc on a découvert à son domicile une carabine de calibre 22 long rifle, calibre qui correspondait à celui qui a été utilisé pour le meurtre. Celle qui a été utilisée, c'était une arme de poing, mais donc on se dit il avait accès, il pouvait avoir du 22 long rifle.
mais lors des interrogatoires, il a un alibi pour le moment des faits. Lors de la garde à vue, l'ami d'enfance a dit être avec un ami de sa commune qui posait des piscines à l'époque. Cet ami, convoqué par la police, a dit « ce n'est pas vrai, il n'était pas avec moi parce qu'il ne comprenait rien dans les piscines ». Ces deux hommes n'ont aucun lien sur le plan professionnel et ils ne travaillent pas dans le même secteur d'activité. Il n'y avait aucune raison pour que l'ami d'enfance aille avec l'autre personne pour aller voir un client de cette personne. La moindre des choses, c'est de savoir qui était le client, d'aller chez lui, de savoir s'il était venu tel jour à telle heure et avec une personne. Ça n'a pas été fait, mais absolument pas. C'est pas normal, ça. Cette garde à vue s'est terminée en queue de poisson, comme on dit. André Lenel, oncle de Sylvain Loire. Nous avons demandé des explications, mais il nous a été répondu qu'il n'y a pas de faits graves et concordants, donc il ne pouvait être mis en examen. Une interruption de garde à vue, moi j'en ai pratiqué toute ma carrière, c'est quelque chose d'assez courant. Général David Galtier, ancien commandant de la gendarmerie région PACA. Le statut est toujours le même du gardé à vue. Il faut des raisons plausibles de penser que la personne a commis une infraction, en l'occurrence le crime, ou a été complice ou a favorisé la commission du crime. Dès lors que la justice n'est pas allée au bout, eh bien, aucune charge particulière ne reste à l'endroit de cette personne. La personne est laissée libre, elle reprend sa vie normale. Cette affaire qui remonte à 23 ans n'a pas bénéficié de tous les éléments qu'on aurait pu mettre en œuvre actuellement, notamment l'ADN qui aurait pu être relevé sur les douilles. La recherche d'ADN existait déjà, mais n'était pas très développée. Avec les éléments nouveaux, est-ce qu'on peut y arriver? Je l'espère. S'il y avait de l'ADN potentiellement sur ces munitions, on pourrait toujours le retrouver parce que l'ADN en soi ne se désagrège pas tout seul. Emmanuel Merlin, ancien vice-procureur de Marseille et chargé de la cellule Cold Case. Donc on pourrait potentiellement, effectivement, retrouver l'ADN de la personne qui a manipulé les munitions pour les charger dans l'arme. Ce n'est pas une mission impossible que de revisiter un code case et puis d'élucider une affaire qui ne l'a pas été. Il faut des faits. S'il y avait de l'ADN potentiellement sur ces munitions, on pourrait toujours le retrouver parce que l'ADN en soi ne se désagrège pas tout seul. Emmanuel Merlin, ancien vice-procureur de Marseille et chargé de la cellule Cold Case. Donc on pourrait potentiellement, effectivement, retrouver l'ADN de la personne qui a manipulé les munitions pour les charger dans l'arme. Ce n'est pas une mission impossible que de revisiter un code case et puis d'élucider une affaire qui ne l'a pas été. Il faut des faits, il faut des éléments de preuve. Il faut donc plutôt du matériel. Ou alors une démonstration à partir de déclarations totalement contradictoires. Qu'est-ce qu'il y avait de matériellement, exploitable? On peut parler des douilles, on peut parler d'un véhicule, qu'est-il devenu? On peut parler d'une arme. Je crois que c'est ce qui permettra peut-être de donner le petit plus ou de fermer encore les portes qui ne l'auraient pas été. On peut aussi avoir, dans des affaires de ce type, des témoignages que l'on n'attendait pas, des revirements qui s'opèrent, des hommes ou des femmes qui aient envie, à un moment donné, de parler, de dire une vérité qu'ils n'avaient pas forcément dite ou formulée aux premiers enquêteurs.
Mon époux et moi-même n'avons pas été entendus lors de la première enquête. Ami proche de Sylvain Loire. Et nous nous étions étonnés parce que nous étions quand même des amis intimes, même si je ne sais pas si nous aurions pu apporter à ce moment-là des éléments éclairants. Et nous avons été entendus cette année par les gendarmes, puisqu'ils nous ont dit qu'ils reprenaient l'enquête. On a envie de connaître la vérité, enfin. Christine Lenel, tante de Sylvain Loire. Depuis 23 ans qu'on attend. Pour la mémoire de Sylvain, pour la mémoire d'Arlette, de notre sœur et belle-sœur, donc. Elle n'est plus là, mais bon. On veut connaître cette vérité. Aujourd'hui, l'enquête est encore en cours. Il est évident que si on veut que enfin cette ouverture d'instruction puisse prospérer et aboutir à un résultat, on reste discret sur ce qui permet de faire avancer ce dossier. Et j'ai espoir que cette fois la justice André Lenel, oncle de Sylvain Loire. jouera bien son rôle et arrivera à découvrir les coupables. On peut dire que c'est le combat d'une vie, de ma vie, de ma famille, de mon épouse, de toute ma famille. Le fait d'y croire, c'est d'abord la famille, les proches, l'environnement de la victime, ceux qui ont le plus souffert et à qui on doit la vérité, qui sont à même de le porter. Nous ne lâcherons rien. Nous irons jusqu'au bout. Tout ce qui est faisable, nous le ferons. Par qui et pourquoi Sylvain Loire a-t-il été assassiné? Les 2 douilles de balles 22 longs griffles retrouvées sur le lieu du crime vont-elles enfin parler? 26 ans après sa mort, grâce au progrès des techniques d'enquête criminelle, la justice est probablement sur le point de découvrir la vérité sur la mort de ce militaire de la Marine nationale. Le 13 décembre 2009, dans un quartier résidentiel tranquille de Henderson, Nevada, une voiture est retrouvée garée le long d'un trottoir. Elle n'est pas mal stationnée. Elle n'est pas abandonnée à la hâte. Elle est simplement là. À l'intérieur. Aucune trace de lutte. Aucun signe de panique. Aucun message. Quelques heures plus tard, des images de vidéosurveillance montrent un homme quittant calmement le véhicule et marchant dans la rue. Il porte des vêtements sobres. Il n'a ni sac, ni téléphone, ni argent visible. Cet homme s'appelle Steven Kocher. Et après ces images, il ne sera plus jamais revu. Steven Lee Kocher naît en 1979, dans l'Utah, au sein d'une famille mormone pratiquante. C'est un environnement structuré, stable, fondé sur des valeurs claires, discipline, honnêteté, travail, retenue émotionnelle. Steven n'est pas un enfant à problème. Il n'est pas rebelle. Il n'est pas marginal. Il est discret. À l'école, il passe souvent inaperçu. Il n'est ni le plus populaire, ni le plus brillant, ni le plus turbulent. Il observe plus qu'il ne parle. Il écoute. Il réfléchit. Il intériorise. Ses proches le décrivent comme gentil, respectueux, serviable. Mais aussi réservé, parfois difficile à lire. Steven ne se confie pas facilement. Il garde pour lui ses inquiétudes, ses frustrations, ses doutes. Dans la culture mormone, la réussite passe par un chemin bien balisé. Études, mission religieuse, stabilité professionnelle, mariage. Steven suit ce parcours sans éclat, mais sans opposition. Il effectue sa mission religieuse. Il étudie à l'université Brigham Young. Il obtient un diplôme. Sur le papier, tout est normal. Mais à l'intérieur, Steven commence à ressentir un décalage. Il peine à trouver sa place dans le monde professionnel. Il enchaîne les emplois précaires. Les contrats s'arrêtent. Les promesses ne se concrétisent pas. À la fin des années 2000, il est sans emploi stable, sans logement fixe. Il dort parfois dans sa voiture. Il minimise la situation auprès de ses proches. Il ne demande pas d'aide. Steven ne veut pas inquiéter.
Steven ne veut pas échouer aux yeux des autres. Et surtout, Steven ne veut pas être un problème. Peu à peu, il s'isole. À la fin de l'année 2009, la vie de Steven Kocher est devenue étroite, presque invisible. À 30 ans, il ne correspond plus vraiment à ce que l'on attend de lui. Pas de carrière stable. Pas de foyer. Pas de trajectoire claire. Officiellement, Steven est toujours optimiste. Il parle de projets, de pistes professionnelles, d'opportunités possibles. Mais derrière ces mots rassurants, la réalité est plus fragile. Steven n'a plus de logement fixe. Il dort parfois dans sa voiture. Il se déplace beaucoup. Il vit avec peu. Ses parents, Randy et Cathy Kocher, sentent que quelque chose ne va pas, sans parvenir à mettre le doigt dessus. Steven appelle régulièrement, mais reste vague. Il ne demande jamais d'argent. Il minimise toujours ses difficultés. Ce silence n'est pas un mensonge frontal. C'est une retenue. Steven a grandi dans une culture où l'on valorise la responsabilité individuelle, où l'on apprend à ne pas être un fardeau. Il préfère donc taire ses inquiétudes plutôt que d'admettre qu'il se sent dépassé. À l'automne 2009, il tente de se relancer professionnellement. Il parle d'un possible emploi dans le domaine de l'immobilier, d'un contact à Las Vegas, de rendez-vous à venir. Rien de concret, mais suffisamment crédible pour rassurer son entourage. Pourtant, ses déplacements deviennent étranges. Il conduit beaucoup, sans itinéraire clair. Il traverse l'Utah, le Nevada, parfois sans raison apparente. Il fait des allers-retours coûteux alors qu'il manque d'argent. Certains trajets semblent improvisés, presque compulsifs. Le 12 décembre 2009, Steven quitte l'Utah pour se rendre à Las Vegas. Il appelle ses parents ce jour-là. Il semble fatigué, mais calme. Il leur dit qu'il va bien, qu'il a peut-être une piste de travail. Rien dans sa voix ne laisse présager une inquiétude particulière. Ce même jour, il est aperçu retirant de l'argent à un distributeur automatique. La somme est modeste. Il n'a pas beaucoup de ressources. Il ne possède ni armes, ni équipement particulier, ni bagages importants. Il n'emporte pas de vêtements de rechange. Il n'emporte pas de sac. Il n'emporte pas de plan clair. Le lendemain, 13 décembre 2009, Steven se trouve à Henderson, une ville résidentielle du Nevada, loin des quartiers touristiques de Las Vegas. Il n'a aucun lien connu avec ce quartier. Aucun ami identifié. Aucun rendez-vous confirmé. Il gare sa voiture le long d'une rue calme, bordée de maisons ordinaires. Le stationnement est propre. Regular. Rien n'indique une urgence. Puis il sort de la voiture. Des caméras de surveillance captent les dernières images connues de Steven Kocher. Il marche d'un pas normal. Ni pres, ni hesitant. Il porte des vêtements simples. Il ne regarde pas autour de lui comme quelqu'un qui craint d'être suivi. Il marque et disparaît du cadre. Ce moment est glaçant, non pas par ce qu'il montre, mais par ce qu'il ne montre pas. Steven ne semble ni en fuite. Ni menacé, ni désorienté. Il marche comme quelqu'un qui va quelque part. Mais vers quoi? Ce qui intrigue encore davantage les enquêteurs, c'est ce qu'il laisse derrière lui. Dans sa voiture. Son téléphone portable. Son ordinateur. Ses documents personnels. Steven quitte son véhicule sans ses moyens de communication, sans argent significatif, sans rien qui suggère une disparition volontaire planifiée. Il n'a jamais été vu entrant dans une maison. Il n'a jamais été filmé ressortant du quartier. Il ne laisse aucune trace numérique après cet instant. À partir de ce moment précis, Steven Kocher cesse d'exister dans le monde visible. Et plus les autorités étudient ses heures, plus une question s'impose. Pourquoi ce quartier? Ce n'est ni un lieu criminel connu, ni une zone isolée, ni un point de transit évident. C'est un endroit banal. Presque trop banal. Comme si Steven avait choisi un lieu où personne ne le remarquerait. Ou comme s'il ne l'avait pas vraiment choisi. Lorsque la disparition de Steven Kocher est signalée, les autorités se retrouvent immédiatement face à un problème majeur. Il n'y a aucune scène de crime. Pas de lutte. Pas de témoin direct. Pas de signal d'alerte. Seulement une voiture correctement stationnée et un homme qui s'éloigne à pied. La police de Henderson commence par sécuriser la zone. Les rues sont fouillées. Les maisons sont interrogées. Les voisins sont questionnés.
Mais personne n'a vu ou entendu quoi que ce soit d'anormal ce jour-là. Steven ne semblait pas en détresse. Il ne demandait pas d'aide. Il ne courait pas. Il marcait. Les enquêteurs analysent minutieusement les images de vidéosurveillance. Ils les passent en boucle. Ils observent sa posture, son rythme, ses gestes. Rien ne suggère une contrainte immédiate. Steven semble savoir où il va. Mais aucun témoin ne se souvient l'avoir vu entrer dans une maison. Aucun voisin ne rapporte une discussion inhabituelle. Aucun appel d'urgence n'est enregistré dans le secteur. La fouille de sa voiture apporte peu d'indices supplémentaires. Son téléphone portable est retrouvé, éteint. Son ordinateur est toujours là. Ses papiers sont en ordre. Rien ne laisse penser à une disparition volontaire planifiée. Plus troublant encore, Steven laisse derrière lui ses principaux moyens de communication. Pour un homme déjà précaire, sans ressources importantes, ce détail interroge. Les enquêteurs se penchent alors sur ses derniers jours. Ils retracent ses appels, ses déplacements, ses retraits bancaires. Steven n'a pas contracté de dettes importantes. Il n'a pas retiré une somme inhabituelle. Il n'a pas préparé de fuite. Il n'a pas non plus montré de signes clairs de détresse psychologique aiguë. Pas de message d'adieu. Pas de rupture soudaine avec ses proches. Les hypothèses commencent à se multiplier. Certains évoquent une disparition volontaire. Steven aurait voulu recommencer ailleurs, sans prévenir personne. Mais cette piste convainc peu. Steven n'a ni argent, ni plan, ni identité alternative. D'autres envisagent un acte criminel opportuniste. Une mauvaise rencontre. Mais là encore, le quartier ne correspond pas à ce scénario. Aucune activité suspecte n'est signalée. Aucun incident similaire n'est recensé. Une troisième hypothèse, plus dérangeante, émerge progressivement. Steven aurait pu se rendre volontairement à un rendez-vous, sans savoir qu'il s'exposait à un danger. Mais avec qui? Et pourquoi ici? Les enquêteurs interrogent les habitants du quartier, maison par maison. Certains se souviennent vaguement d'un homme marchant dans la rue. D'autres n'ont rien remarqué. Aucune porte ne semble avoir été forcée. Aucun appel suspect n'est enregistré. L'enquête s'enlise. Les jours deviennent des semaines. Les semaines deviennent des mois. La famille de Steven s'accroche à chaque détail. Ses parents refusent d'abandonner. Ils organisent des recherches. Ils distribuent des affiches. Ils parlent aux médias. Mais plus le temps passe, plus une réalité s'impose. Steven Kocher a disparu dans un endroit où il aurait dû être vu. Et c'est précisément ce qui rend cette affaire si troublante. Ce n'est pas une disparition spectaculaire. Ce n'est pas une disparition violente. C'est une disparition silencieuse, presque ordinaire. Comme si Steven s'était fondu dans le décor. À mesure que les semaines passent, l'enquête officielle ralentit. Faute d'éléments concrets, les autorités sont contraintes d'explorer des hypothèses. Aucune ne s'impose vraiment. Toutes semblent possibles. Aucune n'est satisfaisante. La première théorie évoquée est celle d'une disparition volontaire. Steven Kocher, sans emploi stable, sans logement fixe, aurait choisi de disparaître pour recommencer ailleurs. Une idée séduisante sur le papier. Mais très vite, elle se heurte à la réalité des faits. Steven n'a pas d'argent. Il n'a pas de papier falsifié. Il n'a pas de réseau connu hors de sa famille. Et surtout, il laisse derrière lui son téléphone et son ordinateur. À une époque où toute reconstruction de vie passe par une trace numérique, ce geste semble illogique. Steven n'était pas un aventurier. Il n'avait jamais exprimé le désir de couper les ponts. Ses proches sont formels. Steven était inquiet pour son avenir, mais il restait attaché à sa famille. Il appelait régulièrement. Il ne disparaissait jamais sans prévenir. La seconde hypothèse est celle d'un acte criminel opportuniste. Une mauvaise rencontre. Une personne mal intentionnée. Une situation qui aurait dégénéré rapidement. Mais là encore, le décor ne colle pas. Henderson est un quartier résidentiel calme, sans historique notable de crimes violents à cet endroit précis. Aucun voisin ne signale de cris. Aucun mouvement suspect n'est observé. Aucun témoin ne voit Steven monter dans un véhicule. Pour qu'un acte criminel ait eu lieu, il aurait fallu une intervention extrêmement discrète, rapide, invisible. Possible, mais peu probable.
Une autre piste intrigue davantage les enquêteurs, celle d'un rendez-vous non déclaré. Mais là encore, aucun appel, aucun message, aucun courriel ne vient confirmer l'existence de ce rendez-vous. Aucun nom, aucun lien, rien. Certaines théories plus marginales apparaissent alors dans l'espace public. Accident dissimulé. Trouble psychologique Sodain. Intervention d'un tiers jamais identifié. Chaque piste ouvre plus de questions qu'elle n'enferme. Pourquoi Steven a-t-il choisi ce quartier précis? Pourquoi a-t-il quitté sa voiture à cet endroit et pas ailleurs? Pourquoi n'a-t-il jamais été revu, ni à pied, ni en voiture, ni dans les hôpitaux, ni dans les bases de données nationales? Le plus dérangeant dans cette affaire, ce n'est pas ce que l'on sait, c'est ce que l'on ne sait pas. Steven disparaît dans un monde saturé de caméras, de téléphones, de traces numériques. Et pourtant, après quelques minutes filmées, il devient invisible. Avec le temps, l'enquête ralentit officiellement, mais la famille Kocher refuse d'abandonner. Ses parents continuent de faire pression. Ils parlent aux médias. Ils relancent les autorités. Ils gardent l'espoir. Mais plus les années passent, plus une réalité s'installe. Si Steven est encore en vie, il vit quelque part sans jamais se manifester. Et s'il ne l'est plus, aucune preuve n'est venue le confirmer. L'affaire glisse lentement du registre policier vers celui du mystère. Les années passent, mais le dossier Steven Kocher ne se referme jamais complètement. Officiellement, l'enquête reste ouverte. Officieusement, elle s'endort, faute de nouvelles pistes exploitables. Steven n'apparaît dans aucun registre. Pas de passage frontalier identifié. Pas de dossier médical. Pas d'arrestation. Pas de traces administratives. Il ne refait pas surface sous une autre identité. Il ne laisse aucun signe de vie. Comme s'il s'était dissous dans l'espace entre deux instants. Ses parents, eux, continuent de vivre avec cette absence. Une absence sans explication est différente d'un deuil. Elle suspend le temps. Elle empêche la fermeture. Chaque appel inconnu, chaque silhouette croisée dans la rue devient une possibilité. La famille s'accroche à des détails. Une rumeur. Un témoignage vague. Une ressemblance aperçue à l'autre bout du pays. Rien de concluant. Jamais. Les enquêteurs, interrogés des années plus tard, reconnaissent tous la même chose. Cette affaire les dérange. Parce qu'elle ne suit aucun schéma classique. Parce qu'elle ne fournit aucun point d'accroche. Parce qu'elle ne permet aucune certitude. Steven n'était ni un criminel, ni une personne à risque connu, Ni un marginal. Il était simplement un homme ordinaire, à un moment fragile de sa vie. Certains spécialistes avancent l'idée d'un événement imprévisible. Une rencontre fortuite. Une erreur de jugement minuscule aux conséquences irréversibles. D'autres pensent que Steven a volontairement coupé avec tout, même s'ils ne peuvent expliquer comment ni pourquoi. Mais toutes ces hypothèses butent sur le même mur. L'absence totale de preuves. Avec le temps, l'histoire de Steven Kocher devient un symbole. Celui des disparitions modernes. Celles qui surviennent malgré la technologie, malgré les caméras, malgré les bases de données. Celles qui rappellent que l'on peut encore disparaître sans bruit. Les dernières images de Steven Kocher durent quelques secondes. Un homme qui marche. Un trottoir banal. Une rue tranquille. Pas de musique dramatique. Pas de course. Pas de regard en arrière. Puis le cadre se vide. C'est peut-être ce qui rend cette histoire si profondément troublante. Steven ne disparaît pas dans un moment de chaos. Il disparaît dans la normalité. Il n'y a pas de monstre identifiable. Pas de coupable désigné. Pas de réponse rassurante. Seulement une question qui reste suspendue depuis 2009. Comment un homme peut-il s'effacer sans laisser la moindre trace? Et tant que cette question restera sans réponse, Steven Kocher continuera d'exister là où se croisent le doute, le silence et l'inquiétante fragilité de nos certitudes.